T.J. Lane. C'était une journée apparemment ordinaire dans la ville tranquille de Chardon, dans l'Ohio. Mais les habitants sont loin de se douter que les ténèbres se préparent sous la surface. Le 27 février 2012, une tragédie a frappé le lycée de Chardon, changeant à jamais la vie de ses élèves et de la communauté dans son ensemble. Thomas Lane III, connu sous le nom de T.J. Lane, était un adolescent perturbé au passé trouble. Il avait une rivalité personnelle qui allait bientôt dégénérer en un horrible acte de violence. Armé d'une arme de poing volée de calibre 22, Lane est entré dans la cafétéria de l'école avec de sinistres intentions. En quelques secondes, le chaos s'installe. Lane a ciblé une table d'étudiants en particulier, déchaînant une grêle de balles sur eux. Les victimes innocentes n'ont pas le temps de réagir, ni d'échapper à l'horreur qui se déroule sous leurs yeux. Le bruit des coups de feu retentit dans la cafétéria, semant la terreur dans toute l'école. 5 élèves ont été transportés d'urgence à l'hôpital, luttant pour leur vie, tandis que 3 autres ont tragiquement succombé à leurs blessures. La communauté a été laissée dans un état de choc et d'incrédulité. Comment un acte de violence aussi insensé a-t-il pu se produire dans leur ville paisible? Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, les parents attendaient anxieusement des nouvelles de l'état de leurs enfants, priant pour leur rétablissement. 2 enseignants, Frank Hall et Joseph Ritchie, sont apparus comme des héros au milieu du chaos. Ils ont courageusement affronté le tireur, risquant leur propre vie pour protéger leurs élèves. Leurs actions désintéressées resteront à jamais gravées dans les annales de la bravoure. Lorsque la poussière est retombée, l'ampleur de la tragédie est devenue douloureusement évidente. La vie de 3 jeunes gens a été interrompue, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé. L'ensemble de la communauté s'est retrouvé aux prises avec le chagrin, luttant pour comprendre l'absurdité de la situation. Mais au milieu du chagrin et du deuil, des questions subsistent. Comment une telle tragédie aurait-elle pu être évitée? Qu'est-ce qui a conduit T.J. Lane sur ce sombre chemin? Ces questions seront bientôt abordées dans la salle d'audience, la justice cherchant à le rendre responsable de ces actes odieux. Lane, un adolescent au passé trouble, a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont celui de meurtre aggravé. Malgré son jeune âge, il a été jugé apte à subir un procès et a été inculpé en tant qu'adulte. La salle d'audience est devenue le théâtre d'un drame passionnant qui allait captiver la nation. Les familles des victimes, toujours aux prises avec leur immense perte, ont fait face à Lane, au tribunal. Les yeux remplis de douleur et de colère, elles demandaient justice pour leurs proches. Le poids de leur chagrin était palpable, tandis qu'ils écoutaient les détails déchirants de la fusillade et l'impact qu'elle a eu sur leur vie. L'équipe de défense de Lane, consciente des preuves accablantes contre leurs clients, a dû faire face à une bataille difficile. Ils avaient la lourde tâche de présenter la défense d'un jeune homme qui avait plaidé coupable des charges retenues contre lui. La tension régnait dans la salle d'audience, alors que l'accusation et la défense s'affrontaient dans leur quête de justice. Au fur et à mesure du déroulement du procès, les détails effrayants du mobile et de la préméditation de Lane sont apparus au grand jour. Il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence commis au hasard, mais d'une attaque ciblée alimentée par une rivalité personnelle. Des témoins ont attesté que Lane connaissait les victimes de l'école et ont brossé le tableau inquiétant d'un adolescent perturbé, rongé par la haine et le ressentiment. La salle d'audience a été un véritable champ de bataille où les familles des victimes se sont retrouvées face à face avec Lane. Leurs paroles étaient empreintes de chagrin, de colère et d'une demande de justice. Le poids de leur perte s'est répercuté dans la salle d'audience, laissant un impact durable sur toutes les personnes présentes. Mais Lane s'en moque et ne montre aucun remords, agissant comme un fou. En fait, à un moment donné, il souriait en portant une chemise sur laquelle on pouvait lire « tueur », tandis qu'une des familles lui faisait une déclaration. Alors que d'autres familles viennent parler, Lane continue de sourire. C'est à se demander si cet enfant se réjouissait des larmes de ses victimes. Enfin, l'heure du bilan a sonné. T.J. Lane, dépourvu de tout remords et de toute empathie, se tient devant le juge pour recevoir sa sentence. La salle d'audience retient son souffle, attendant la décision qui déterminera le sort de ce jeune homme perturbé. Dans une tournure d'événements étonnante, Lane a été condamné à 3 peines de prison à vie consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle. Les paroles du juge ont résonné dans la salle d'audience, délivrant un message retentissant selon lequel de tels actes de violence ne seraient pas tolérés. La réaction de Lane à sa condamnation a été aussi effrayante que le crime lui-même. Il n'a montré aucun remords, aucun signe de regret pour les vies qu'il avait prises. Son attitude froide et détachée a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, laissant les personnes présentes stupéfaites et horrifiées. À un moment donné, il a même fait un doigt d'honneur. Une fois le procès terminé, les familles des victimes ont dû faire face aux conséquences de leur perte. Elles ont cherché à obtenir justice non seulement dans la salle d'audience, mais aussi par le biais du système judiciaire. Des plaintes pour mort injustifiée ont été déposées contre la famille de Lane et le district scolaire afin de demander des comptes pour la tragédie qui s'était déroulée. Suivant. David Moses. Avant de nous plonger dans les événements choquants qui se sont déroulés au tribunal,
Examinons de plus près les antécédents de David Moses et le crime odieux qu'il a commis. C'était une soirée tranquille dans le quartier nord-est de Bakersfield lorsque la tragédie a frappé. Dorothy Sessions, âgée de 81 ans, se trouvait à l'intérieur de sa maison, préparant innocemment le dîner, sans se douter de l'horreur qui l'attendait. David Moses, un adolescent perturbé, n'est pas étranger à la vie criminelle. Mais ce qu'il allait faire en ce jour fatidique allait choquer toute la communauté. Avec son complice Cotillion Nash, David Moses s'est introduit dans la maison de Dorothy Sessions avec l'intention de la cambrioler. Mais leurs plans prennent une tournure sinistre lorsque la vieille dame les confronte. Dans un acte brutal et insensé, David Moses et Cotillion Nash se sont déchaînés sur Dorothy Sessions, l'abattant au point de la rendre méconnaissable. La violence qui lui a été infligée dépasse l'entendement. Ce crime choquant a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, et tout le monde s'est demandé comment un individu aussi jeune avait pu commettre un acte aussi odieux. Au cours du procès, il a été révélé que David Moses avait un passé trouble, marqué par des violences physiques, verbales et émotionnelles. Cette éducation l'avait conduit sur la voie de la violence et du comportement criminel. Le procureur David Wilson a fait la lumière sur l'étendue du passé criminel de David Moses, qui comprend non seulement le meurtre de Dorothy Sessions, mais aussi des actes troublants d'agression sexuelle contre des membres de sa propre famille et d'autres enfants, alors qu'il se trouvait dans un foyer. Au fur et à mesure que le procès avance, la salle d'audience est remplie d'impatience, attendant de connaître le sort de David Moses. La justice sera-t-elle rendue pour le meurtre brutal de Dorothy Sessions ? Personne ne s'attendait à ce que David Moses ait un comportement aussi choquant lors de sa condamnation. Alors que la plupart des gens seraient remplis de remords et de peur, David Moses est apparu amusé et ennuyé, s'endormant même sur sa chaise, non pas une mais 2 fois. C'était comme s'il pensait que tout ce processus était un jeu, ne montrant aucune expression de remords. Face à un crime aussi inquiétant et à l'absence de remords de David Moses, le juge avait une décision difficile à prendre. Le juge a finalement décidé que David Moses passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, le condamnant à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience est restée sous le choc, confrontée à la réalité du crime odieux commis par un jeune individu qui semblait avoir perdu tout contact avec l'humanité. La communauté, encore sous le choc de la tragédie, a été amenée à contempler le côté sombre de l'humanité et les conséquences dévastatrices qui peuvent découler d'une vie remplie d'abus et de violence. Le procureur David Wilson a brossé un tableau sombre du passé trouble de David Moses, soulignant les violences physiques, verbales et émotionnelles qu'il a subies et qui ont contribué à son long passé criminel. De l'autre côté, l'avocat de David Moses a plaidé pour l'espoir, en demandant la possibilité d'une libération conditionnelle. Ils ont mis l'accent sur l'éducation difficile et le potentiel de réhabilitation. Le juge a examiné attentivement toutes les preuves présentées et la gravité du crime commis. Après de longues délibérations, le juge a rendu une décision qui a fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience. Le juge a condamné David Moses à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était remplie d'un mélange de soulagement, de colère et d'incrédulité. David Moses, quant à lui, a fait preuve d'une absence choquante de remords. Au lieu de montrer des signes de regret ou de tristesse, il est apparu amusé et ennuyé. Gloussant, riant et bâillant, il semblait traiter la procédure comme s'il s'agissait d'un simple désagrément. Les membres de la famille de Dorothy Sessions, dévastés par leur perte, regardèrent la scène avec incrédulité et angoisse. Ils avaient espéré que justice soit faite et qu'ils puissent tourner la page, mais le comportement de David Moses n'a fait qu'ajouter à leur douleur. Le procureur David Wilson s'est déclaré satisfait de la décision du juge, affirmant que David Moses avait reçu la peine qu'il méritait. Il a souligné que David Moses était un individu dangereux qui représentait une menace importante pour la société, la communauté. Encore sous le choc du crime et du comportement troublant de David Moses, a dû se pencher sur le verdict. Nombreux sont ceux qui se demandent comment un jeune individu a pu se détacher à ce point de l'empathie et de l'humanité. Le procès étant terminé, l'attention se porte désormais sur la procédure à venir pour Cotillion Nash et le nouveau procès de sa sœur, Angélique Nash, qui a fait le guet pendant le cambriolage. Le nouveau procès a ravivé l'attente et l'attention. La communauté a suivi de près le déroulement de la procédure judiciaire, espérant une issue juste. L'accusation a présenté des preuves convaincantes, soulignant l'implication d'Angélique Nash dans le crime et son rôle de guetteur. Ils ont dressé le portrait d'une jeune personne qui a volontairement participé à un cambriolage qui a abouti au meurtre brutal de Dorothy Sessions. De l'autre côté, l'avocat de la défense a plaidé pour un récit différent, tentant de mettre en doute le niveau d'implication d'Angélique Nash et sa compréhension des conséquences de ses actes. Le juge a examiné attentivement les preuves présentées et les arguments avancés par les deux parties. La communauté a attendu le verdict avec impatience, espérant que justice soit rendue une fois de plus. Enfin, le verdict est annoncé.
Angelique Nash, a été reconnue coupable d'avoir participé au cambriolage et au meurtre de Dorothy Sessions. La salle d'audience était remplie d'un mélange d'émotions, alors que la communauté était confrontée aux implications de cette décision. Angelique Nash, tout comme son co-conspirateur David Moses, a fait preuve d'une absence de remords au cours du procès. Son comportement a choqué et perturbé les personnes présentes qui se sont interrogées sur le sens moral de ces jeunes individus. Le juge, tenant compte de la gravité du crime et de l'absence de remords, a prononcé une peine qui reflétait la gravité de la situation. Angelique Nash devra également faire face aux conséquences de ses actes, tout comme David Moses. La communauté, encore sous le choc du crime initial et des procès qui ont suivi, a trouvé un certain réconfort dans le fait que la justice avait été rendue une fois de plus. Cependant, les cicatrices laissées par ces événements tragiques resteront à jamais. Joshua Phillips. Ensuite, nous allons découvrir l'incroyable histoire de Joshua Earl Patrick Phillips, un jeune Américain condamné pour meurtre à l'âge de 14 ans. En novembre 1998, Phillips a commis un crime odieux en tuant son amie et voisine âgée de 8 ans, Maddie Clifton. Les détails du crime, du procès et de la condamnation sont tout simplement choquants. Joshua Earl Patrick Phillips est né le 17 mars 1984 à Allentown, en Pennsylvanie, de Steve et Melissa Phillips. Dès le début, la vie de Joshua a été marquée par l'agitation et la peur. Son père, Steve, était un toxicomane et un alcoolique qui soumettait Joshua et Melissa à la violence et aux abus. La famille vivait dans la crainte constante du tempérament explosif de Steve et de ses règles strictes. Steve imposait des règles strictes à Joshua, se mettant souvent en colère s'il y avait d'autres enfants dans la maison en son absence. Curieusement, Steve avait une aversion particulière pour les jeunes filles, un sentiment que Melissa n'a jamais vraiment compris. Cela a créé un environnement tendu et imprévisible pour Joshua et sa mère. Pour tenter d'échapper à cette situation explosive, Steve a décidé de déraciner la famille et de déménager à Jacksonville, en Floride, alors que Joshua n'avait que 14 ans. Ce déménagement a non seulement séparé Joshua de ses demi-frères, Daniel et Benji, mais il l'a également amené dans un nouveau quartier, où il s'est rapidement retrouvé mêlé à un crime horrible. En novembre 1998, Joshua était un garçon de 14 ans apparemment ordinaire qui vivait avec sa famille à Jacksonville. Ses voisins le décrivent comme un garçon calme et amical, qui ne laisse rien présager des ténèbres qui l'habitent. Maddie Clifton, une fillette de 8 ans qui vivait en face de la famille Phillips, était l'une des amies de Joshua. La mère de Maddie n'avait aucune raison de craindre Joshua et le considérait comme un compagnon de jeu inoffensif pour sa fille. Joshua n'avait pas d'antécédents de violence ou d'arrestation, et son professeur d'école l'a décrit comme un élève populaire qui se fondait dans la masse. Il était connu pour sa nature amusante et idiote, et ne se distinguait jamais de manière négative. Joshua semblait être un adolescent ordinaire jusqu'à ce jour fatidique où tout a changé. Le 3 novembre 1998, Joshua commet un crime qui va bouleverser toute la communauté. Maddie Clifton, qui cherchait innocemment un compagnon de jeu, est venue chez Joshua pour lui demander de se joindre à elle pour une partie de baseball. Bien que sachant qu'il n'était pas autorisé à recevoir des amis en l'absence de ses parents, Joshua a accepté de jouer avec Maddie. Alors qu'il jouait, un accident tragique s'est produit. Joshua a accidentellement frappé la balle dans l'œil de Maddie, la faisant saigner, pleurer et crier de douleur. Accablé par la peur de la réaction de son père et désespéré de faire taire les cris de Maddie, Joshua a pris une série de décisions horribles qui allèrent changer à jamais le cours de leur vie. Pris de panique, Joshua a entraîné Maddie dans sa maison, où il a tenté de faire taire ses cris en la frappant avec une batte de baseball. Il l'a ensuite cachée sous la base de son lit, dans l'espoir de ne pas être repéré. Personne ne savait à ce moment-là que le cauchemar était loin d'être terminé. Lorsque Steve est rentré à la maison, Joshua a agi avec lui comme si rien ne s'était passé, tout en sachant que Maddie était toujours en vie et souffrait sous son lit. Le poids de la culpabilité et de la peur consumait Joshua, mais il restait silencieux, vivant dans le déni de l'acte monstrueux qu'il avait commis. Ce n'est que le 10 novembre, lorsque Melissa Phillips a découvert une tache humide sur le sol de la chambre de Joshua, que la vérité a été révélée. En fouillant la pièce, elle fait l'horrible découverte du corps sans vie de Maddie. En état de choc, Melissa a immédiatement signalé l'incident à la police, ce qui a conduit à l'arrestation de Joshua plus tard dans la journée. Au fil de l'enquête, les procureurs ont commencé à contester certains éléments de l'histoire de Joshua. Le procureur Harry Shorstein a suggéré que le meurtre pouvait avoir été motivé par des raisons sexuelles, soulignant les conversations de Joshua sur des sujets sexuels avec Maddie et sa sœur aînée. Cependant, l'autopsie n'a révélé aucune preuve d'agression sexuelle, laissant le mobile du crime dans l'incertitude. Les procureurs ont également émis des doutes sur la version des faits de Joshua. Ils ont fait valoir que l'absence de sang dans le jardin et sur la balle de baseball avec laquelle il prétend avoir frappé Maddie contredisait sa version des faits.
L'absence de saleté et de sable sur le corps de Maddie a également jeté le doute sur l'affirmation de Joshua, selon laquelle ses vêtements se sont détachés au cours de la lutte. Le procès qui a suivi a marqué un tournant dans la vie de Joshua. Il a été jugé en tant qu'adulte et la procédure a été déplacée du comté de Duval, en Floride, au comté de Polk, en raison des inquiétudes suscitées par la publicité faite autour de l'affaire. L'avocat de Joshua, Richard D. Nichols, a adopté une stratégie surprenante et risquée en ne citant aucun témoin à décharge. Au lieu de cela, il a prévu de fonder une grande partie de sa défense sur une plaidoirie finale décrivant la mort de Maddie comme un acte qui a commencé comme un accident et s'est détérioré sous l'effet de la panique. Tout au long du procès, Joshua est resté silencieux, ne parlant jamais des événements qui ont conduit au meurtre de Maddie. Son avocat, Nichols, ne l'a jamais interrogé sur les détails du crime, laissant de nombreuses questions sans réponse dans la salle d'audience. Le jury a délibéré pendant un peu plus de 2 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré. L'âge de Joshua, au moment des faits, lui a évité la peine de mort, mais il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La sévérité de la peine a suscité un débat et soulevé des questions sur la punition appropriée pour un délinquant de 14 ans. Le meurtre de Maddie Clifton et l'enquête qui a suivi ont profondément ébranlé la communauté. Les détails choquants du crime et les questions sans réponse concernant les motivations de Joshua ont laissé un impact durable sur toutes les personnes impliquées. Après sa condamnation, Joshua Phillips a commencé sa vie derrière les barreaux, confiné dans les murs du système correctionnel. S'adaptant à la dure réalité de la vie carcérale, Joshua s'est engagé sur la voie du développement personnel et de l'autoréflexion. Suivant, Nehemiah Greggio. Dans la paisible ville d'Oakville, une salle d'audience est devenue le théâtre d'un incident horrible que personne n'avait vu venir. Nehemiah Greggio, un jeune garçon perturbé, s'est retrouvé au centre d'un procès qui allait bouleverser la nation. Accusé d'un crime odieux qui a bouleversé la communauté, les actes de Nehemiah ont amené tout le monde à se demander comment une telle noirceur pouvait habiter un enfant. Pour comprendre les événements choquants qui se sont déroulés dans la salle d'audience, il faut d'abord se plonger dans l'histoire et les débuts de la vie de Nehemiah Greggio. Né par une froide nuit d'hiver de l'année 2003, Nehemiah est entré dans le monde avec toutes les chances de son côté. Nehemiah a grandi dans un foyer brisé et a vécu une enfance tumultueuse, marquée par l'instabilité et les conflits. Ses parents, John et Sarah Greggio, étaient constamment en désaccord, leurs disputes résonnant à travers les murs de leur modeste maison. L'environnement toxique dans lequel Nehemiah a été élevé a fait des ravages dans son jeune esprit, le laissant vulnérable et émotionnellement marqué. Enfant, Nehemiah a eu du mal à trouver la stabilité et la sécurité. Les disputes constantes de ses parents ont créé une atmosphère de peur et d'incertitude, le laissant isolé et seul. L'absence d'un environnement nourricier et favorable a eu des répercussions sur son bien-être mental, entraînant des problèmes de comportement qui se sont manifestés plus tard de manière choquante. Les enseignants et les camarades de classe ont remarqué que Nehemiah était différent de ses pairs. Il montrait souvent des signes d'agressivité et de colère, s'en prenant à ceux qui l'entouraient, sans avertissement. Ces accès de colère sont devenus plus fréquents et plus intenses à mesure qu'il grandissait, suscitant l'inquiétude de ceux qui le côtoyaient. À l'âge de 10 ans, le comportement de Nehemiah a pris une tournure sombre. Il a commencé à manifester des tendances violentes, s'en prenant à ses camarades de classe et même à ses professeurs. Les rapports d'altercation physique et d'abus verbaux sont devenus alarmants. L'administration de l'école, qui ne savait pas comment s'occuper d'un enfant aussi perturbé, s'est efforcée de trouver une solution qui garantisse la sécurité des autres élèves. Malgré les signaux d'alarme que le comportement de Nehemiah a fait naître, le système n'est pas intervenu de manière significative. Les services sociaux étaient au courant de la situation de la famille, mais les ressources étaient limitées, et la famille Greggio est passée entre les mailles du filet. Les appels à l'aide de Nehemiah sont restés sans réponse, et sa colère a continué à s'envenimer. C'est au printemps 2015 que s'est produit l'incident qui allait changer à jamais la vie de Nehemiah. Au cours d'une journée apparemment ordinaire, les tensions ont atteint un point d'ébullition dans la classe de Nehemiah. Un désaccord avec son enseignante, Madame Thompson, a dégénéré en une violente confrontation. Dans un accès de rage, Nehemiah brandit un couteau et attaque sa propre enseignante, la blessant grièvement. La nouvelle de l'agression s'est répandue comme une traînée de poudre dans la petite ville d'Oakville. Les parents sont horrifiés et la communauté est en état de choc. Comment un enfant aussi jeune a-t-il pu commettre un acte aussi odieux? L'incident a provoqué une onde de choc dans tout le pays, incitant à examiner de plus près les facteurs qui ont contribué à la descente de Nehemiah dans les ténèbres. Après l'agression choquante de Madame Thompson, la police d'Oakville a rapidement ouvert une enquête sur les agissements de Nehemiah Greggio. L'incident a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, et les autorités sont déterminées à découvrir la vérité derrière cet acte odieux. L'inspecteur Sarah Lawson, une enquêtrice chevronnée et connue pour sa quête incessante de justice, a été chargée de l'affaire.
Elle a méticuleusement reconstitué les événements qui ont conduit à l'agression, interrogeant les témoins, recueillant des preuves et fouillant dans le passé trouble de Nehemiah. Au fur et à mesure de l'enquête, un schéma inquiétant a commencé à se dessiner. Il est devenu évident que les accès de violence de Nehemiah n'étaient pas des incidents isolés, mais qu'ils s'inscrivaient dans un schéma de comportement plus large. Des enseignants, des camarades de classe et même des membres de la famille ont témoigné d'altercations antérieures et du comportement agressif du jeune garçon. Les preuves contre Nehemiah étaient accablantes. Les images des caméras de sécurité de l'école ont filmé le moment glaçant où il a attaqué Madame Thompson avec un couteau. L'analyse médico-légale a confirmé que l'arme utilisée lors de l'agression correspondait à celle trouvée en possession de Nehemiah. Le dossier contre lui se met en place et le poids des preuves est indéniable. Par une fraîche matinée d'automne, la police d'Oakville est passée à l'action. Nehemiah Greggio a été arrêté, sa petite taille escortée hors de sa maison, menottes au poignet. La vue d'un enfant emmené par les forces de l'ordre a provoqué une onde de choc dans la communauté, renforçant encore le sentiment d'incrédulité et d'horreur. Il a été inculpé de meurtre au second degré et de maltraitance d'enfants. L'arrestation de Nehemiah a déclenché une frénésie médiatique. Des organes de presse de tout le pays se sont rendus à Oakville, avides de connaître les détails de cette affaire choquante. Le public a été captivé par l'histoire d'un enfant qui avait apparemment déraillé, laissant dans son sillage une traînée de destruction. Lorsque Nehemiah a été placé en détention, la communauté s'est retrouvée aux prises avec un mélange d'émotions. Certains se sont sentis soulagés qu'il ne soit plus une menace pour son entourage, tandis que d'autres se sont demandé comment un enfant pouvait être capable d'une telle violence. L'incident a forcé la société à se poser des questions embarrassantes sur l'impact d'une éducation perturbée sur un jeune esprit. Le procès de Nehemiah Greggio a été un spectacle qui a captivé la nation. La salle d'audience bourdonnait d'impatience alors que l'accusation et la défense se préparaient à présenter leurs arguments. La frénésie médiatique autour du procès a atteint son paroxysme, les journalistes de tout le pays rivalisant pour être aux premières loges de ces procédures choquantes. L'accusation a commencé par présenter un dossier solide contre Nehemiah. Elle a fait appel à des témoins qui ont relaté les événements ayant conduit à l'agression, brossant le sombre tableau d'un enfant perturbé ayant des antécédents d'accès de violence. Des camarades de classe ont raconté des cas d'agression de Nehemiah, décrivant comment ils avaient vécu dans la crainte de ces crises imprévisibles. Madame Thompson, la victime de l'agression de Nehemiah, s'est présentée à la barre et a courageusement raconté cette expérience éprouvante. Son témoignage a laissé la salle d'audience dans un silence stupéfiant lorsqu'elle a décrit la terreur qu'elle a ressentie face à un enfant armé d'un couteau. L'impact émotionnel de ses paroles était palpable, et beaucoup ont fondu en larmes. La défense a cependant cherché à humaniser Nehemiah et à faire la lumière sur les circonstances qui ont conduit à son accès de violence. Elle a fait appel à des experts en santé mentale qui ont témoigné de l'impact d'une éducation perturbée sur un jeune esprit. Ils ont fait valoir que Nehemiah était lui-même une victime de l'échec d'un système qui aurait dû intervenir plus tôt pour répondre à ses besoins émotionnels et psychologiques. Au fur et à mesure que le procès avançait, la tension montait dans la salle d'audience. Les arguments des deux parties étaient passionnés et chargés d'émotions. Le juge s'efforce de maintenir l'ordre alors que les avocats des deux parties se déchaînent et s'échangent des propos enflammés. Le poids de l'affaire et la nature choquante du crime pesèrent lourd dans l'air. Le cirque médiatique entourant le procès n'a fait qu'ajouter à la pression. Les médias ont disséqué chaque détail, analysant les moindres nuances de la procédure. Le public a été captivé par l'histoire d'un enfant qui avait apparemment déraillé. Et la salle d'audience est devenue une scène où la nation a été confrontée à des questions gênantes sur la nature de la violence et l'impact d'une éducation perturbée. Enfin, après des semaines de débats intenses, le jury s'est retiré pour délibérer. La nation a retenu son souffle pendant qu'il évaluait les preuves et examinait les arguments présentés par les deux parties. Le verdict, lorsqu'il est tombé, a fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience. Nehemiah Greggio a été reconnu coupable d'agression, une condamnation lourde de conséquences pour le jeune garçon. En prononçant la peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, le juge a reconnu la complexité de l'affaire. Il a exprimé son espoir que Nehemiah reçoive l'aide et le soutien dont il a besoin pour changer de vie, soulignant l'importance de la réhabilitation plutôt que de la punition. Nehemiah, en entendant le verdict, ne montre aucune émotion visible. Son visage est resté impassible, ne trahissant aucune trace de remords ou de regret. Ce fut un spectacle effrayant que de voir ce jeune garçon emmené pour commencer sa peine, laissant derrière lui une communauté aux prises avec les conséquences de cette affaire choquante. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.